Silvio Berlusconi est l'homme le plus puissant d'Italie. Il domine aussi bien la politique que les médias. Une concentration des pouvoirs aux conséquences fâcheuses. Rome, un an plus tôt. Nous nous rendons dans un studio de télévision aux abords de la ville. En 1998, l'entrepreneur Francesco Di Stefano avait obtenu une licence pour le lancement d'une nouvelle chaîne de télévision. Et en 2009, voilà ce que nous trouvons. Un studio qui a coûté 50 millions d'euros et qui est complètement vide. Là, ce sont les bureaux de la rédaction. Il y en a sur 4 étages. Hélas, les 4 étages sont déserts, comme le reste de l'immeuble. Ça, c'est une des régies. Déserte, elle aussi. C'est le début d'une histoire qui ne devrait pas pouvoir se dérouler au sein d'un état de droit. On a obtenu une concession télévisuelle qui devait nous permettre de couvrir 80% du territoire, montagne incluse, 95% de la population et tous les chefs-lieux de province. Une chaîne nationale comme Rai Uno, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Rete 4, Italia Uno, bref, comme toutes les autres chaînes nationales. Manque de chance, sa fréquence d'émission était occupée depuis des années par une des chaînes de Silvio Berlusconi, en dehors de toute base juridique. Légalement, ce dernier aurait dû donc la rendre, mais cela ne lui aurait laissé que 2 chaînes. Comme ça ne lui convenait pas, il a tranquillement continué à diffuser ses émissions sur la dite fréquence. Francesco Di Stefano s'en est plaint. Nous nous sommes plaints devant la Cour constitutionnelle qui a décrété que Rete 4 devait cesser de diffuser d'ici le 31 décembre 2003. Le gouvernement de Silvio Berlusconi a alors émis une loi pour pouvoir dépasser cette date. Loi que le président de la République de l'époque, Carlo Ciampi, n'a pas ratifiée. Résultat, peu avant le 24 décembre 2003, Silvio Berlusconi a fait passer un décret-loi de sa propre facture. Francesco Di Stefano dépose plainte une nouvelle fois. Cette fois auprès de la Cour européenne de justice. Elle aussi lui a donné raison. Tout ce qui a été fait pour empêcher Europa 7 d'utiliser ces fréquences est illégal. C'est pourquoi vous devez fermer Rete 4 et rendre la fréquence à Europa 7. Et Silvio Berlusconi de continuer à diffuser, si bien que Francesco Di Stefano en vient à se demander si la création d'une chaîne intelligente a encore un sens. Les Italiens sont lobotomisés depuis 25 ans par la télévision commerciale de Silvio Berlusconi. Il les a formatés et les traite en conséquence. Les Italiens croient en lui. Il peut donc faire ce qu'il veut, d'où son air de défi permanent. Silvio Berlusconi ne rencontre encore aucune résistance. Il dirige le pays en fonction de ses intérêts. Et il est partout. Un jour, un Italien a décidé de raconter son quotidien avec Silvio Berlusconi sur Internet. Voici ce qu'il dit. Bonjour, je m'appelle Antonio. J'habite dans un appartement du président Silvio Berlusconi à Milano 2. Le matin, je vais au travail avec une voiture assurée par une assurance détenue par le président. Je travaille toute la plus grande maison d'édition italienne, le groupe Mondadori, qui appartient au président. Le midi, je lis un des quotidiens du président. Le soir, je vais au cinéma, dans une des salles de la chaîne de cinéma du président, voir un des films prêtés par une des grandes sociétés de distribution de films du président. Ou alors, je vais voir un match de l'AC Milan, le club de foot du président. Il m'arrive aussi de passer la soirée devant la télé et de regarder les publicités produites par l'agence de pub du président. Je zappe entre 3 chaînes appartenant au président, qui ne cessent de diffuser des images du président, m'invitant à le réélire.
Parfois, je regarde un film produit par une société de production cinématographique appartenant au président pour la télévision du président. Ou alors, j'achète un livre dans une des librairies de la chaîne de librairie du président, édité par la maison d'édition du président et qui parle du journaliste préféré du président qui travaille pour la chaîne de télévision nationale contrôlée par le président. Évidemment, le président italien rédige aussi des lois qui sont ensuite approuvées par la majorité des députés qui lui mangent dans la main. Ce quotidien avec le président a duré 11 ans. 11 ans au cours desquels il n'a eu de cesse d'essayer d'installer une république présidentielle comme celle que Licio Gelli préconisait dans son plan secret. D'abord, il devait s'agir d'une république présidentielle et non parlementaire. Il devait y avoir un seul responsable qui assure rigueur, discipline et hiérarchie, ce que la démocratie ne permet pas. L'homme qui dit cela est célèbre pour ses sympathies fascistes, qui remontent aux années 30. Il a participé à la guerre civile espagnole et offert par la suite ses services aux nazis. C'est cet homme, donc, qui a rédigé le scénario d'un changement de pouvoir en Italie. Quand nous rentrons à l'hôtel, nous trouvons la suite de cette histoire en DVD. Elle est signée Mario Catalano, l'architecte de Silvio Berlusconi, l'homme qui met en scène toutes les apparitions publiques du chef du gouvernement italien. Tout est minutieusement planifié. La foule vénère son leader, un chef qui prend ses décisions tout seul. L'homme qui est à la base de ce concept travaille en face de notre hôtel. Mario Catalano assure le décor des apparitions publiques de Silvio Berlusconi, y compris celui de ce jour de 2009 où le président du Conseil a inauguré son nouveau grand parti unitaire de droite, le Popolo della Libertà, peuple de la liberté. Mario Catalano nous explique l'idée directrice de cette scénographie. J'ai opté pour un minimalisme absolu. L'estrade est en forme de pont. Un pont blanc, lumineux, neuf. Le président est seul sur scène et, derrière lui, on voit les images d'un passé plein d'espoir qui met en avant ce qu'il a déjà accompli. Tout autour, la foule qui l'applaudit et, au centre, lui et son nouvel emblème. Mais cette foule en liesse, c'est elle qu'elle fait partie d'un décor uniquement destiné à faire valoir un souverain absolu? L'estrade ne commence pas ici, mais c'est l'impression donnée par l'effet d'optique, comme si elle montrait le chemin qui mène au leader. L'image est plus importante que le message lui-même, car elle induit une sensation. Elle influence donc psychologiquement celui qui reçoit le message. Et ça, c'est la base. Ensuite, sur cette base, on greffe le message lui-même, qui doit être diffusé, auquel les citoyens doivent adhérer. Berlusconi, la créature de lumière, sorti du monde de la publicité. Un homme qui pense que tout s'achète, comme l'annonçait Licio Gelli dans son programme. Berlusconi profite de tout le travail qui a été réalisé par les anciens de la P2, dont certains ont d'ailleurs fait carrière après la dissolution de la loge. Il est, pour ainsi dire, le véritable héritier de l'ancienne P2. Et la corruption fait partie de l'héritage de la P2, qui avait prévu 30 milliards de lire pour graisser la patte aux personnalités influentes. La corruption en Italie a une particularité.
Cela vient du fait que c'est devenu aussi un facteur politique, un instrument du débat politique. Quando il piano di rinascita e il memorandum teorizzano le plan de renaissance démocratique et le mémorandum expliquent très bien comment on se sert de l'argent pour corrompre les partis et les syndicats. Et il est évident que ça avantage nettement les hommes corrompus ou corruptibles. Corrotti o corruttibili, naturalmente dei vantaggi. E troviamo degli esempi di Naturellement, parmi ces exemples d'hommes corrompus par la P2, on retrouve comme par hasard les noms de ceux qui ont accompagné la carrière de Silvio Berlusconi. Hanno anche accompagnato la stessa carriera di Berlusconi. Rome, juin 2010. Ce matin-là, le parti de Silvio Berlusconi est ébranlé par un nouveau et violent scandale. 400 noms de personnages illustres figurent parmi la liste de ceux qui ont accepté les pots de vin de l'entrepreneur romain Diego Anemone. Des grands noms de la politique, de l'économie, de la justice et des médias. La Cour des comptes tire la sonnette d'alarme. Le phénomène de la corruption contamine tout. En l'espace d'un an, les accusations pour corruption ou malversation ont augmenté de 229%. Quand ce genre de spirale infernale s'installe, cela peut mener à une diminution du sentiment d'appartenance à l'État. Beaucoup semblent s'être déjà engagés dans cette spirale. Nous avons fait un tour dans une caserne de la police financière et découvert l'ampleur des métastases de la corruption. Une corruption qui descend toujours plus bas dans l'échelle sociale. Car en effet, ce que font les hommes au pouvoir, on a bien le droit de le faire, nous aussi, non? Un colonel de la brigade financière de Parme nous montre ce qu'une caméra cachée a filmé dans le cadre d'une opération d'investigation. L'opération concernait des phénomènes de corruption au sein d'une entreprise d'État qui s'occupait des jardins publics pour le compte de la commune de Parme. On voit l'argent passer de la poche des entrepreneurs à celle du fonctionnaire. Et ceci à un rythme quasi mensuel, avec des montants qui se situaient autour de 3 ou 4 000 euros par mois et par entrepreneur. Manifestement, l'employé de mairie se croyait parfaitement en sécurité. Il espérait peut-être, comme beaucoup d'Italiens, bénéficier de la même immunité que les hommes au pouvoir. Si ça se trouve, il vote pour Berlusconi pour ces raisons. Il est évident qu'un fonctionnaire qui arrondit de cette façon ses fins de mois jouit d'un niveau de vie bien supérieur à celui que lui garantit son seul salaire. Gherardo Colombo, qui s'est battu autrefois pour une Italie propre, cherche à comprendre pourquoi la corruption l'a emporté sur la justice. Je crois que la raison est la suivante. Au début, les enquêtes portaient sur des personnages très haut placés auxquels il était difficile de s'identifier pour le citoyen. Car on s'identifie difficilement au maire d'une grande ville, à un député, au secrétaire général d'un parti, etc. Mais à mesure que les enquêtes progressaient, nous avons mis au jour une corruption pour ainsi dire courante, imputable à des gens plus proches du citoyen moyen. L'inspecteur du travail, qui se rend sur des chantiers et accepte des dessous de table pour fermer les yeux sur l'insuffisance des mesures de sécurité. L'agent de la police financière, qui prend, pas des sommes énormes, juste une petite commission pour fermer les yeux sur les irrégularités de la comptabilité. On a levé le voile sur un nombre faramineux de cas similaires. Et à un certain moment, les citoyens ont commencé à s'identifier, étant donné que la corruption était devenue monnaie courante et concernait